Dans une France meurtrie par la Grande Guerre, où les champs de bataille de la Somme et de Verdun engloutissaient une génération entière, un autre type de prédateur opérait dans l'ombre feutrée de Paris. Loin du fracas des obus, une menace silencieuse se nichait dans les colonnes des petites annonces, promettant un avenir radieux aux femmes que le conflit avait laissées seules. Cet homme, à l'apparence si ordinaire avec sa barbe épaisse et son regard perçant, se nommait Henri Désiré Landru. Il offrait le mariage, la sécurité, une nouvelle vie, mais sa destination finale n'était pas un foyer chaleureux. C'était une villa isolée à Gambais, un pavillon discret d'où s'échappait parfois une fumée âcre et nauséabonde. Une fumée qui portait les derniers secrets, les derniers soupirs de celles qui avaient craint de cru en ses promesses, leurs existences consumées et réduites à néant. Le contraste entre l'homme et le monstre était l'arme la plus redoutable de Landru. Pour le monde, et même pour sa propre famille, il était un homme d'affaires quelconque, un père de 4 enfants menant une vie bourgeoise. Mais derrière cette façade de normalité se cachait un manipulateur de génie, un escroc endurci, transformé en architecte de la mort. Il ne tuait pas dans un accès de rage, il planifiait chaque disparition avec une méticulosité comptable. Ces célèbres carnets n'étaient pas seulement un registre de ses conquêtes amoureuses, mais un grand livre de contes macabres où chaque victime était une ligne de crédit. Il y notait le prix du billet de train qui les emmenait vers leur dernière demeure, le coût du charbon pour le poêle et la valeur des biens qu'il leur subtilisait avant de les effacer du monde. L'air de Paris, en ces temps de guerre, était lourd de deuil et d'incertitude. Pour des milliers de veuves et de femmes célibataires, la solitude était un fardeau quotidien et l'espoir d'un compagnon, une bouée de sauvetage dans un océan de chagrin. C'est cette lueur d'espoir que Landru chassait. Il comprenait leur vulnérabilité, leur désir ardent de retrouver une parcelle de bonheur et de stabilité. Ses lettres, polies et pleines d'une fausse empathie, étaient des pièges savamment tendus. Elle lisait ces mots, imaginait un gentleman veuf et fortuné, et voyait en lui la fin de leur calvaire. Elles ne pouvait deviner que l'homme qui leur promettait un nouveau départ était en réalité le fossoyeur de leur dernier rêve, un collectionneur d'âmes qui transformait leur confiance en cendres froides et silencieuses. Henri Désiré Landru n'était pas un monstre à l'allure effrayante, mais un homme d'une banalité déconcertante, ce qui le rendait infiniment plus dangereux. Né à Paris dans une famille modeste, il portait le masque d'un petit bourgeois respectable, avec sa barbe soignée, ses costumes sombres et son regard intelligent qui inspirait confiance. Mari et père de 4 enfants, il menait une double vie d'une rigueur quasi militaire. Pour sa famille, il était un inventeur ou un homme d'affaires souvent en déplacement, justifiant ses absences et ses rentrées d'argent sporadiques. Pour ses victimes, il se présentait comme un veuf esseulé, un industriel aisé, cherchant à refaire sa vie. Cette capacité à compartimenter son existence, à passer d'un rôle à l'autre sans jamais laisser transparaître la moindre fissure, était la clé de voûte de son entreprise macabre, lui permettant de tisser ses toiles mortelles en toute impunité. Sous cette façade méticuleusement entretenue se cachait une psyché dénuée de toute empathie. Landru était l'incarnation du psychopathe narcissique, un prédateur pour qui les autres n'étaient que des instruments au service de ses désirs. Avant de devenir un tueur en série, il était déjà un escroc chevronné, avec plusieurs condamnations pour fraude à son actif. La guerre ne l'a pas créé, elle lui a seulement fourni le décor parfait. Le chaos social, l'anonymat des grandes villes et le nombre immense de femmes isolées ont transformé son talent pour la tromperie en une arme létale. Sa froideur calculatrice se révèle dans ses carnets, où les noms de ses victimes côtoient des listes de dépenses et des inventaires de leurs biens. Il n'y a aucune place pour le remords ou l'émotion, seulement la comptabilité aride d'un homme qui considérait la vie humaine comme une simple transaction financière. Les victimes de Landru formaient une triste sororité de l'espoir déçu. C'étaient des femmes ordinaires, des couturières, des gouvernantes, des veuves de guerre, dont le principal point commun était une profonde solitude et le désir de croire encore au bonheur. Dans la société patriarcale du début du XXe siècle, une femme seule était souvent dans une position précaire, tant sur le plan émotionnel que financier. Elle ne cherchait pas la grande fortune, mais un compagnon, une épaule sur laquelle se reposer, un foyer pour finir leur jour. C'est cette vulnérabilité, cette soif de normalité dans un monde dévasté, que Landru a su exploiter avec une cruauté sans pareille. Il leur vendait un rêve qu'il savait empoisonner,
se nourrissant de leur confiance pour les dépouiller de tout, jusqu'à leur propre existence, les punissant en quelque sorte d'avoir osé espérer à nouveau. Parmi ces visages anonymes, celui de Jeanne-Marie Cuchet fut le premier à s'effacer. Veuve, mère d'un jeune fils de 17 ans, André, elle gagnait modestement sa vie comme couturière. En 1914, elle répondit à une annonce et rencontra un certain Monsieur Diard, un industriel charmant qui n'était autre que Landru. Rapidement, il la séduisit, lui promit le mariage et la persuada de lui confier ses économies. L'emprise était telle qu'elle quitta son appartement parisien avec son fils pour s'installer avec lui dans sa villa de Vernouillet. Ils furent les premiers à franchir le seuil d'où l'on ne revient pas. Le jeune André, méfiant envers ce beau-père trop parfait, représentait une menace. Landru n'hésita pas. Mère et fils disparurent en janvier 1915, leurs noms devenant les premières entrées dans la section macabre de son registre. Un prologue silencieux à la longue série de meurtres à venir. Célestine Buisson, une autre veuve solitaire, symbolise à la fois la tragédie des victimes et le début de la chute du bourreau. Comme les autres, elle fut séduite par les lettres enflammées d'un prétendant rencontré par petite annonce, un certain Lucien Guillet. Elle tomba sous son charme, lui confia son argent et partit le rejoindre à Gambais en 1915, annonçant à sa famille son futur mariage. Mais après son départ, le silence s'installa. Contrairement à d'autres familles résignées ou trop éloignées, la sœur de Célestine, Madame Lacoste, ne se contenta pas des explications évasives. Animée par une intuition tenace, elle se lança dans une quête acharnée pour la vérité. C'est sa persévérance, son refus d'abandonner, qui allait plus tard la conduire à croiser la route de la famille d'une autre disparue, Anna Colomb, et à fournir à la police le premier fil tangible pour remonter jusqu'au mystérieux fiancé aux multiples visages. Tout commence en 1914. Alors que la France plonge dans l'horreur de la Première Guerre mondiale, Henri-Désiré Landru, déjà recherché pour de multiples escroqueries, voit dans le chaos ambiant une opportunité unique. Les hommes sont au front, les femmes sont seules, et l'administration est submergée. C'est le terrain de chasse idéal. Il commence alors à publier des annonces matrimoniales dans les journaux parisiens, se présentant comme un homme d'affaires veuf et désireux de refaire sa vie avec une femme possédant des biens. Chaque mot est pesé, chaque phrase est un appât conçu pour attirer des proies spécifiques, des femmes vulnérables, isolées, mais disposant d'un petit capital. Il n'offre pas seulement le mariage, il offre une illusion de sécurité à une époque qui n'en a plus aucune. La guerre qui fauche des vies au loin devient, pour lui, le paravent parfait pour ses propres desseins mortifères. En janvier 1915, son plan passe de la prédation financière à l'homicide. Jeanne-Marie Cuchet et son fils André sont les premiers à en faire les frais. Après une cour assidue, Landru, sous un faux nom, convainc la veuve de s'installer avec lui dans une villa louée à Vernouillet. C'est là que le piège se referme. Isolée de ses proches, Jeanne-Marie lui confie ses économies avant de disparaître à jamais, ainsi que son fils qui se méfiait de lui. Ce double meurtre inaugural est un test pour Landru. Il découvre avec quelle facilité déconcertante il peut effacer des vies, sans que personne ne s'en alarme immédiatement. L'absence de réaction des autorités, préoccupé par le conflit, le conforte dans son sentiment de toute puissance. Il vient de mettre au point sa méthode et réalise qu'il peut la reproduire. Fort de ce premier succès, Landru affine son mode opératoire et, en 1915, loue une nouvelle maison, plus isolée encore, au 76 rue de l'Ermitage à Gambais. Cette villa baptisée Trick deviendra son principal abattoir, le théâtre sordide de ses crimes en série. Le scénario est désormais bien rodé. Il attire une nouvelle fiancée, la persuade de vivre avec lui, puis l'isole. Il lui fait signer des procurations, vend ses meubles, vide ses comptes en banque. Une fois qu'elle n'a plus rien, il la supprime. Le poêle à charbon de la cuisine devient l'instrument central de sa macabre entreprise, un crématorium artisanal où il fait disparaître les corps. Au moins 10 autres femmes, dont Anna Colomb et André Bablet, suivront le même chemin funeste vers la villa de Gambais, leur existence se terminant en fumée au-dessus de la campagne tranquille. Entre 1917 et le début de l'année 1919, l'activité de Landru atteint son paroxysme. Il fait preuve d'une audace inouïe, jonglant avec plusieurs fiancés en même temps, leur écrivant des lettres d'amour passionnées tout en planifiant leur élimination. Son assurance frise l'inconscience. Il se rend à Paris pour ses rendez-vous galants, achète des billets de train aller-retour pour lui-même, mais seulement des allées simples pour ses compagnes.
Les voisins de Gambais s'étonnent parfois des odeurs pestilentielles et de l'épaisse fumée noire qui s'échappe de sa cheminée, même en plein été. Mais ils n'imaginent pas l'horreur qui se cache derrière les murs. Landru est un fantôme, utilisant une dizaine d'alias, se déplaçant constamment, un prédateur au sommet de son art, persuadé d'être intouchable dans cette France encore sous le choc de la guerre. Mais le vent commence à tourner au printemps 1919. La guerre est finie et les familles commencent à chercher sérieusement leurs disparus. La sœur de Célestine Buisson, Madame Lacoste, refuse d'accepter le silence. Obstinée, elle mène sa propre enquête. Elle écrit au maire de Gambais, qui lui fournit une information cruciale. Une autre famille, celle d'Anna Colomb, a écrit pour s'enquérir du sort de leur parente, fiancée à un homme résidant à la même adresse. Madame Lacoste prend contact avec la famille Colomb. La rencontre est une révélation. Les deux femmes, Célestine et Anna, étaient fiancées au même homme, qui utilisait des noms différents. Pour la première fois, un lien est établi entre deux disparitions. L'étau se resserre autour du mystérieux séducteur. Elles rassemblent leurs informations et les transmettent à la police. Le 12 avril 1919, la traque prend fin de manière presque banale. Grâce aux renseignements fournis par les familles, l'inspecteur Belin de la brigade mobile identifie Landru et le repère. L'arrestation n'a pas lieu dans la sinistre villa de Gambais, mais en plein Paris, au 76 rue de Rochechouart, alors qu'il sort d'un magasin avec sa nouvelle maîtresse. Landru, sous le nom de Lucien Guillet, est interpellé. Surpris, il nie tout en bloc, mais les policiers trouvent sur lui un petit carnet qui va sceller son destin. Il ne le sait pas encore, mais cet objet anodin est la clé de toute l'affaire. Le prédateur qui se croyait si insaisissable est enfin démasqué, non pas par une enquête policière brillante, mais par la ténacité de deux familles endeuillées. La perquisition de son domicile parisien ne révèle aucun corps, mais elle met au jour la pièce à conviction la plus accablante, son fameux carnet de comptes. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent l'impensable. Landru y a consigné avec une précision maniaque la liste de ses fiancés, les détails de leurs finances, l'inventaire de leurs biens et une comptabilité de ses propres dépenses. 11 noms de femmes dont on est sans nouvelles y figurent. C'est un document glaçant, le journal de bord d'un tueur en série qui traite ses victimes comme de simples transactions. Pour les policiers, la lecture de ce carnet est un moment de stupeur. Ils tiennent la preuve irréfutable de ses crimes, non pas des preuves matérielles, mais la confession administrative et méthodique d'un monstre. Le procès s'ouvre à Versailles, en novembre 1921, et devient immédiatement un événement médiatique national et international. La salle d'audience est comble chaque jour. En l'absence de corps, toute l'accusation repose sur des preuves indirectes, les témoignages des familles, les biens des victimes retrouvés chez Landru et surtout le carnet infernal. Les experts présentent aussi les quelques fragments d'os et de dents calcinées, retrouvés dans les cendres du poêle de Gambais. Face à cela, Landru reste imperturbable, arrogant, spirituel. Il se défend avec une éloquence théâtrale, niant tout en bloc, se moquant de l'accusation et des témoins. Il joue son dernier rôle, celui de la victime d'une erreur judiciaire. Mais malgré son assurance, les preuves accumulées forment une mosaïque accablante, dessinant le portrait d'un tueur méthodique et sans pitié. La tension à Gambais n'était pas faite de cris, mais d'un murmure persistant, d'une anomalie sensorielle. Les voisins, habitués à la quiétude de la campagne, étaient les premiers de témoins involontaires du manège de Landru. Ils le voyaient arriver avec des femmes différentes, toujours élégantes, qui ne restaient jamais longtemps. Mais plus que les allées et venues, c'est la cheminée de la villa Trick qui interpellait. Une fumée épaisse, grasse, d'une noirceur anormale, s'en échappait à des heures incongrues, même au cœur de l'été. Avec elle, une odeur pestilentielle, un mélange écœurant de caoutchouc brûlé et de viande faisandée, flottait parfois dans l'air, s'accrochant à la gorge. Des plaintes timides étaient formulées, des questions posées au maire, mais l'homme était un locataire discret et bon payeur. Ces signes avant-coureurs, ces signaux de fumée de l'enfer, restaient des curiosités locales, des mystères non élucidés, tandis qu'à l'intérieur, l'horreur opérait en silence. Imaginons le dernier voyage de l'une de ses fiancées, assise dans le compartiment du train qui l'emmène vers Gambais. Elle serre contre elle une lettre de son promis. Les mots de Landru sont un baume sur ses angoisses, des promesses d'un avenir paisible, loin de la solitude et du deuil. Dehors, le paysage verdoyant défile, image parfaite de la nouvelle vie qu'elle s'apprête à commencer. Pourtant, un doute infime,
Une ombre fugace pourrait traverser son esprit. Pourquoi tant de mystère autour de sa famille à lui? Pourquoi cette insistance pour qu'elle vende ses biens si rapidement? Mais l'espoir est plus fort que la méfiance. Arrivée à la petite gare, elle l'aperçoit sur le quai, un sourire rassurant aux lèvres. Elle descend du train, marche vers lui, sans savoir qu'elle vient de franchir la dernière étape de son voyage. Un aller simple vers le néant, orchestré par l'homme qui lui prend la main. L'intérieur de la villa est un personnage à part entière, un complice silencieux. Pour une nouvelle arrivante, l'endroit pouvait sembler simplement meublé, un peu impersonnel. Mais pour le spectateur qui connaît la vérité, chaque objet est chargé d'une tension insoutenable. Ce bibelot sur la cheminée appartenait à Anna Colomb, ce châle sur le fauteuil à Célestine Buisson. La maison est un mausolée décoré avec les dépouilles des vies antérieures. Au centre de la cuisine, le poêle en fonte trône, massif, sombre, presque menaçant. C'est l'autel de ses sacrifices. La tension monte lors de scènes banales. Landru fermant à double tour une porte menant à la cave, son regard qui se durcit une seconde lorsqu'elle pose une question trop personnelle. L'air est lourd de secrets indicibles. Chaque recoin de la maison semble imprégné des âmes de celles qui l'ont précédé. La plus grande arme de Landru, celle qui lui a permis de tuer pendant des années, était sa plume. Il maîtrisait l'art de la manipulation épistolaire avec une perfection diabolique. On peut l'imaginer à son bureau, éclairé par une simple lampe, écrivant simultanément deux lettres. La première, pour une future victime, est un chef-d'œuvre de séduction, pleine de poésie et de fausse tendresse, un appât littéraire irrésistible. La seconde, d'une écriture différente qui limite à la perfection, est celle d'une femme déjà morte, adressée à sa famille inquiète. « Tout va bien, nous sommes en voyage, ne vous inquiétez pas », écrit-il, sa main ne tremblant jamais. Cet acte de faussaire est peut-être plus glaçant encore que le meurtre, car il prolonge l'illusion, assassine l'espoir et maintient les familles dans un état de quiétude mensongère, érigeant un mur de mensonges qui le protège pendant que le feu crépite. Le suspense ultime réside dans la question que Landru a emportée dans sa tombe. Que se passait-il exactement durant les dernières heures? Le mystère de la chambre de la mort de Gambet reste entier. La transition entre le séducteur charmant et le bourreau impitoyable était-elle soudaine, brutale? Ou bien y avait-il une étape de terreur psychologique, un moment où la victime comprenait que le rêve virait au cauchemar? Landru droguait-il ses proies avant de les étrangler? Leur révélait-il sa véritable nature dans un dernier éclat de sadisme? L'absence de témoignages, de confessions, laisse le champ libre à l'imagination, qui est souvent plus terrifiante que la réalité. Ce vide narratif, ce silence assourdissant sur l'acte final, crée une tension permanente qui hante le récit. Le véritable crime de Landru n'est pas seulement le meurtre, c'est aussi d'avoir volé la vérité sur les derniers instants de ses victimes. La psychologie d'Henri-Désiré Landru est au cœur de l'énigme. Il ne correspondait pas au stéréotype du monstre frénétique, mais incarnait plutôt la psychopathie de l'homme ordinaire, une forme de mal beaucoup plus insidieuse. Sa capacité à mener une double vie n'était pas un simple mensonge, mais le symptôme d'une fracture psychique profonde, une compartimentation totale entre le père de famille et le tueur en série. Dépourvu d'empathie, il percevait les autres non comme des êtres humains, mais comme des ressources à exploiter. Les femmes qu'il séduisait n'étaient pour lui que des chiffres dans un grand livre de comptes, leur vie n'ayant de valeur que par les actifs qu'il pouvait en extraire. Ce détachement clinique, cette vision utilitariste de l'existence humaine, lui a permis de planifier et d'exécuter ses crimes avec la froideur d'un comptable, sans jamais être effleuré par le remords ou la culpabilité. Le contexte social de la Première Guerre mondiale fut un terreau fertile pour les crimes de Landru. La guerre n'a pas engendré le monstre, mais elle lui a offert un écosystème idéal pour prospérer. La mobilisation massive des hommes avait créé un vide immense, laissant des millions de femmes seules, endeuillées et en quête de stabilité. La société était désorganisée, les services de police débordés et les communications précaires, rendant les disparitions individuelles beaucoup moins visibles. Dans cette atmosphère de mort de masse et de chaos administratif, une personne pouvait s'évanouir sans déclencher immédiatement l'alarme. Landru a compris et exploité cette faille béante. La tragédie nationale lui a fourni à la fois un camouflage parfait et un réservoir quasi inépuisable de proies, dont la détresse masquait la prudence. Il est essentiel de comprendre la psychologie des victimes pour saisir toute la dimension de la tragédie. Leur vulnérabilité n'était pas un signe de naïveté ou de sottise, mais le produit d'une époque et d'une condition sociale.
Dans la France du début du XXe siècle, une femme seule, surtout d'âge mûr et sans grande fortune, avait un statut précaire. Le mariage n'était pas seulement une affaire de cœur, mais une question de survie économique et de respectabilité sociale. Landru ne vendait pas seulement l'amour, il vendait une promesse de sécurité, de retour à la normalité dans un monde qui avait perdu ses repères. L'espoir qui les animait était une force de vie. Leur désir de reconstruire un foyer était profondément humain. C'est cette aspiration légitime que Landru a retournée contre elles, transformant leur confiance en un piège mortel. La longue impunité de Landru expose également les failles d'un système policier et judiciaire dépassé par les événements. Au début, les signalements de disparition par les familles étaient souvent traités avec une certaine condescendance. On supposait que ces femmes majeures et vaccinées étaient simplement parties de leur plein gré avec un amant. Il n'existait pas de système centralisé efficace pour croiser les informations entre les différents commissariats. Chaque disparition était traitée comme une affaire isolée. Ce n'est que grâce à l'acharnement exceptionnel de quelques familles, notamment celle de Célestine Buisson, qui ont agi comme de véritables enquêteurs privés, que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. La capture de Landru fut moins le résultat d'une enquête policière proactive que la conséquence de la détermination des victimes collatérales, celles qui refusaient d'accepter le silence. Enfin, l'affaire Landru est une critique sociale de l'importance des apparences. Le plus grand atout du tueur était sa maîtrise des codes de la respectabilité bourgeoise. Avec ses manières polissées, son langage châtié et son apparence soignée, il projetait une image de sérieux et de fiabilité qui endormait toute méfiance. Il incarnait la figure du bon parti, rassurante pour des femmes issues de la petite et moyenne bourgeoisie. Cette confiance aveugle dans les signes extérieurs de respectabilité a servi de paravent à ses activités criminelles. L'affaire a ainsi révélé à une société française stupéfaite que la barbarie la plus extrême pouvait se cacher derrière le masque le plus banal, que le monstre n'était pas une créature tapie dans l'ombre, mais pouvait être l'homme affable et bien mis qui vous saluait dans la rue, prouvant que le mal est souvent d'une banalité terrifiante. La psychologie d'Henri-Désiré Landru est au cœur de l'énigme. Il ne correspondait pas au stéréotype du monstre frénétique, mais incarnait plutôt la psychopathie de l'homme ordinaire, une forme de mal beaucoup plus insidieuse. Sa capacité à mener une double vie n'était pas un simple mensonge, mais le symptôme d'une fracture psychique profonde, une compartimentation totale entre le père de famille et le tueur en série. Dépourvu d'empathie, il percevait les autres non comme des êtres humains, mais comme des ressources à exploiter. Les femmes qu'il séduisait n'étaient pour lui que des chiffres dans un grand livre de comptes, leur vie n'ayant de valeur que par les actifs qu'ils pouvaient en extraire. Ce détachement clinique, cette vision utilitariste de l'existence humaine, lui a permis de planifier et d'exécuter ses crimes avec la froideur d'un comptable, sans jamais être effleuré par le remords ou la culpabilité. Le contexte social de la Première Guerre mondiale fut un terreau fertile pour les crimes de Landru. La guerre n'a pas engendré le monstre, mais elle lui a offert un écosystème idéal pour prospérer. La mobilisation massive des hommes avait créé un vide immense, laissant des millions de femmes seules, endeuillées et en quête de stabilité. La société était désorganisée, les services de police débordés et les communications précaires, rendant les disparitions individuelles beaucoup moins visibles. Dans cette atmosphère de mort de masse et de chaos administratif, une personne pouvait s'évanouir sans déclencher immédiatement l'alarme. Landru a compris et exploité cette faille béante. La tragédie nationale lui a fourni à la fois un camouflage parfait et un réservoir quasi inépuisable de proies dont la détresse masquait la prudence. Il est essentiel de comprendre la psychologie des victimes pour saisir toute la dimension de la tragédie. Leur vulnérabilité n'était pas un signe de naïveté ou de sottise, mais le produit d'une époque et d'une condition sociale. Dans la France du début du XXe siècle, une femme seule, surtout d'âge mûr et sans grande fortune, avait un statut précaire. Le mariage n'était pas seulement une affaire de cœur, mais une question de survie économique et de respectabilité sociale. Landru ne vendait pas seulement l'amour, il vendait une promesse de sécurité, de retour à la normalité dans un monde qui avait perdu ses repères. L'espoir qui les animait était une force de vie. Leur désir de reconstruire un foyer était profondément humain. C'est cette aspiration légitime que Landru a retournée contre elles, transformant leur confiance en un piège mortel. La longue impunité de Landru expose également les failles d'un système policier et judiciaire dépassé par les événements.
Au début, les signalements de disparition par les familles étaient souvent traités avec une certaine condescendance. On supposait que ces femmes majeures et vaccinées étaient simplement parties de leur plein gré avec un amant. Il n'existait pas de système centralisé efficace pour croiser les informations entre les différents commissariats. Chaque disparition était traitée comme une affaire isolée. Ce n'est que grâce à l'acharnement exceptionnel de quelques familles, notamment celle de Célestine Buisson, qui ont agi comme de véritables enquêteurs privés, que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. La capture de Landru fut moins le résultat d'une enquête policière proactive que la conséquence de la détermination des victimes collatérales, celles qui refusaient d'accepter le silence. Enfin, l'affaire Landru est une critique sociale de l'importance des apparences. Le plus grand atout du tueur était sa maîtrise des codes de la respectabilité bourgeoise. Avec ses manières polissées, son langage châtié et son apparence soignée, il projetait une image de sérieux et de fiabilité qui endormait toute méfiance. Il incarnait la figure du bon parti, rassurante pour des femmes issues de la petite et moyenne bourgeoisie. Cette confiance aveugle dans les signes extérieurs de respectabilité a servi de paravent à ses activités criminelles. L'affaire a ainsi révélé à une société française stupéfaite que la barbarie la plus extrême pouvait se cacher derrière le masque le plus banal, que le monstre n'était pas une créature tapie dans l'ombre, mais pouvait être l'homme affable et bien mis qui vous saluait dans la rue, prouvant que le mal est souvent d'une banalité terrifiante. L'affaire Henri-Désiré Landru est bien plus que le simple fait divers d'un tueur en série. C'est un miroir sombre, tendu à notre société, nous rappelant avec une acuité dérangeante que le mal le plus abject peut se nicher derrière la façade la plus ordinaire. Le cas du Barbe Bleue de Gambais expose la fragilité de la condition humaine face à la solitude et au désespoir, et démontre avec quelle facilité la soif d'amour et de sécurité peut être transformée en une arme mortelle par ceux qui sont dénués de conscience. Son histoire nous contraint à nous interroger. Jusqu'à quel point connaissons-nous vraiment ceux qui nous entourent, ceux qui nous sourient et nous inspirent confiance? Elle nous laisse avec cette vérité glaçante que les monstres ne vivent pas toujours dans des châteaux lointains ou des contes pour enfants, mais parfois dans de paisibles villas de banlieue, avec un regard aimable et un feu qui crépite inlassablement dans la cheminée.